Waouh! Après la pluie de la veille, qui aurait pu imaginer ce beau ciel bleu ce matin? Voici un exemple de nos résidences à la ferme au cours de ce circuit en Islande. Notre ami n'en croit pas ses yeux. Il a donc décidé de nettoyer ses vitres pour s'assurer qu'il fait vraiment beau. Les moutons sont nos voisins, même si certains d'entre nous n'aiment pas les retrouver dans l'assiette. Et c'est parti! Nous longeons maintenant le littoral sud de l'île sur une plaine côtière relativement large, située entre l'océan Atlantique et les montagnes qui supportent cet immense glacier qu'est le Vatnajökull, le plus grand d'Europe, glacier dont on a aperçu hier dans le brouillard quelques langues glaciaires. La montagne devant nous est un bon exemple de ce qui se passe avec l'éloignement des plaques tectoniques. Les couches sont obliques et descendent vers l'intérieur de l'île. Lors de l'étirement, elles glissent l'une sur l'autre et se creusent au centre. Alors que dans nos Alpes, les glaciers se situent en général au-dessus de 2500 mètres, ceux du sud de l'Islande vont de 2100 à 1000 mètres d'altitude et descendent vers la mer jusqu'à quelques centaines de mètres d'altitude. Mais ils ont tous un point commun. Ils fondent à vitesse grand V avec le réchauffement climatique. Actuellement, leur surface totale est de 11 400 km², soit 11% du territoire. Dans ces régions, les précipitations atteignent 3000 mm par an, alors qu'au lac Mývatn, elles ne dépassent guère 400 mm. Si les glaciers apportent l'eau potable et permettent la production hydroélectrique, il faut encore considérer son impact sur le tourisme. Il peut être tentant de marcher sur un glacier. Certains sont accessibles facilement en 4x4, mais il faut avoir un équipement ad hoc, un guide expérimenté et une formation technique suffisante. On a parlé au cours de ce circuit islandais de l'importance croissante du tourisme de haute montagne. En face de nous, dans ce gros nuage grisâtre, à 2110 mètres d'altitude, un sommet souvent gravi au printemps par des alpinistes. Cela se fait dans la journée. Il n'y a pas de difficulté majeure sur le trajet. On voit bien dans ce cas que si le glacier n'atteint pas l'océan, il descend très bas en altitude. Encore un dernier regard sur ces énormes masses de glace, mais le temps change très vite. Bientôt c'est le brouillard. Nous traversons une zone aujourd'hui désertique, alors qu'elle était propice à l'agriculture au Moyen Âge. Mais la combinaison d'éruptions volcaniques et de refroidissement dû au petit âge glaciaire, grosso modo 14 au 19e siècle, rendit ces terres inutilisables. À peu de distance de la route, un îlot de verdure avec sa petite église en tourbe datant de 1884, une des dernières dans ce style en Islande. Le bâtiment a une charpente en bois, des murs et un toit recouverts de tourbe et sur le côté, pour une meilleure stabilité, des amas de pierre. Le cimetière, c'est une succession de monticules surmontés de croix blanches. Tout respire le calme et la tranquillité. Notre arrêt pour le repas de midi se fait au gîte de Skaftafell, point de départ vers le parc national du même nom, intégré aujourd'hui à celui du Vatnajökull. Le parking est presque plein. C'est au pied de cette langue, du pied de cette langue glaciaire, tout à fait à droite, qu'est sorti le gros flot en 96. Le temps est décidément à la pluie et le chemin pour se rendre au lac glaciaire ainsi peu engageant. Pour vous consoler et mettre un peu de couleur, voici 2 cartes postales par beau temps. Le lac n'a pas l'attrait du lac glaciaire, le Jökulsárlón. Les icebergs y sont rares. Voici une image comparative de la situation entre 1925 et 2012. No comment.
Sur cette route des catastrophes se dresse un petit mémorial concernant la débâcle glaciaire de 1996, dont des éléments d'archives ont été postés sur la vidéo numéro 5 du circuit Islande. Il s'agit d'un morceau du pont retrouvé bien en aval de son lieu d'implantation et de diverses photos du drame, soit le pont avant et pendant la débâcle. Sur la vue Google Earth, on peut se rendre compte des dégâts occasionnés par cette inondation qui a tout fauché sur son passage. Donc ça s'est répandu avec fureur. Pendant 8 journées, ça a été vraiment terrible. Ça s'est répandu dans toute la zone qui va vers la mer, donc, qui descend en pente douce vers la mer. Et ça a détruit, bon, si vous avez vu sur la vidéo, il y avait des gros morceaux de glace qui partaient, donc, qui roulaient comme ça vers la mer, et puis qui se sont attaqués aux pylônes de la ligne électrique, au pic du pont. Alors en fait, il y a 3 ponts jusqu'à la grande falaise là-bas. Et donc, celui-ci a été emporté. Et les 2 autres, ils étaient presque emportés, mais ils ont quand même changé parce qu'ils étaient vraiment plus solides du tout. Alors autrefois, le plancher était en bois. Le pont de 74 à 96, le plancher était en bois. Maintenant, c'est du fer, enfin c'est du métal. Alors toute cette zone était impassable à pied à cause des sables mouvants. Et donc il y avait des familles, en tout cas il y en avait une, je vous montrerai la première maison de l'autre côté de la grande falaise, qui de génération en génération était bien placée pour guider les voyageurs, ceux qui voulaient aller de l'autre côté. Cette falaise marque la limite du territoire envahi par les eaux. Nous quittons la région pour une autre, plus vers l'ouest, mais nous sommes encore dans une zone de catastrophe, celle-ci plus ancienne puisqu'elle date de 1783, c'est la célèbre éruption du Laki. Après une série de tremblements de terre violents, un nuage noir chargé de poussière volcanique s'échappa du volcan pour retomber en une pluie sombre. Peu après, le cratère se colora en rouge. Des fissures éruptives crachèrent des cendres, tandis que la lave envahissait les vallées, engloutissant maisons, habitants et bétail. On était sur une faille de 20 km de long, avec une centaine de cratères formés sur la distance. Le sol se réchauffa, la neige fondit rapidement, entraînant des crues soudaines, aussi appelées lares, entraînant boue, rochers et glace. Heureusement que le volcan ne se trouvait pas sous le glacier, sinon la débâcle glaciaire se serait encore rajoutée à ces inondations. On estime qu'en 10 mois, le volcan cracha 30 milliards de mètres cubes de lave et 3 fois plus d'acide sulfurique, du fluor, du chlore. Si ce n'est pas la plus puissante éruption, par sa durée, on dit que ce fut la plus productive au monde. Le bilan fut très lourd. La région n'avait pas une grande densité de population, mais 18 exploitations et 13 fermes furent détruites, soit les 2 tiers, et 70 à 80% du bétail perdu. Pour les survivants, la situation est dramatique. Les habitants sous-alimentés et intoxiqués par les gaz tombent malades et meurent d'épidémies. On parle que 1/5 de la population islandaise disparut lors de ce séisme. Le roi du Danemark, auquel appartenait le pays à l'époque, fait envoyer des vivres qui sont malheureusement détournés au profit de ceux qui n'en ont pas vraiment besoin. À un moment donné, le Danemark avait imaginé de déplacer les populations sur une autre île, mais cela ne fut jamais exécuté. Le mécontentement de la population contribua à son futur soulèvement contre l'oppresseur. Sans bétail suffisant, sans culture exploitable, c'est la famine. Les animaux vont décéder encore à cause des gaz toxiques et par manque de nourriture. Les terrains sont impropres à l'agriculture, soit parce qu'ils sont couverts de lave ou acidifiés par les gaz, soit parce que les particules en suspension dans l'air empêchent le soleil de briller et ainsi de permettre aux plantes de croître. Le froid est intense sans soleil. Les historiens reconnaissent aujourd'hui que ces 550 km² de territoire atteints ont conduit à la dégradation du climat sur l'ensemble de l'Europe, entraînant la famine et indirectement
contribuant à la Révolution française de 1789. Cet arrêt nous permet d'explorer plus en détail dans quel état fut le terrain. 230 ans plus tard, les seules modifications visibles, c'est la colonisation des lichens et quelques buissons rabougris. Pas un arbre. Traverser un tel terrain est un vrai défi. Au loin, de nouveau dans le brouillard, les langues glaciaires du Myrdalsjökull, le petit frère du Vatnajökull. À ses pieds, encore et toujours des territoires désertiques liés à la catastrophe du volcan Katla en 1918, volcan qui n'attend que le moment de reprendre du service et de tout détruire. J'en parle dans les conclusions du 5e reportage sur le circuit Islande. Nous nous rendons sur la plage de sable noir, près de Vik, classée en 1991 comme l'une des 10 plus belles plages au monde. Les vents rugissants, la lumière souvent sombre, le sable noir comme ses flots agités, lui donnent une note à la fois mystérieuse et inquiétante. En toile de fond, les stacks, pics rocheux, dans le prolongement des falaises, représenteraient, selon les légendes, des trolls pétrifiés. Nous nous rendons de l'autre côté de la falaise, sur cette même plage, où nous attendent les oiseaux nicheurs, le fulmar boréal et le très célèbre macareux, un peu l'emblème de l'Islande. Le premier, d'un blanc immaculé avec des ailes en diverses nuances de gris, a été aperçu en grand nombre, tantôt niché sur des replats herbeux, tantôt en vol, décrivant de grands cercles autour des falaises, comme le font les oiseaux marins de haute mer. Le second s'est montré beaucoup plus timide. Un seul exemplaire, nous lorgnant de son perchoir, en train de lisser parfois ses plumes, pas décidé à s'envoler. C'est un magnifique oiseau au plumage noir et blanc, avec un bec vivement coloré. Habituellement oiseau grégaire, celui-ci faisait bande à part. Est-ce qu'il était là en éclaireur? Ça se peut. En tous les cas, vu l'intense couleur du bec, on est dans la période de reproduction avant la mue. De la taille et configuration d'un pigeon, il a par contre des pattes palmées, rouges en été, virant au jaune en hiver. Les nids sont creusés dans la terre avec un seul œuf par an au fond du terrier. Cette falaise nous révèle aussi des colonnes basaltiques ou orgues basaltiques et 2 cavernes dont une est atteinte par marée haute. Ces formations sont là résultantes d'une solidification et contraction thermique d'une coulée de lave basaltique. En se refroidissant et s'asséchant, il se forme des prismes souvent hexagonaux. Un autre exemple spectaculaire de ces formations, c'est la chaussée des géants en Irlande du Nord. L'océan chasse ces vagues, souvent comme des rouleaux, qui peuvent emporter des touristes imprudents. Au loin, les falaises et pics rocheux de Dir Ölae, interdites en juin car zone de nidification. Au loin, un bref coup d'œil sur l'archipel des Vestmann, la région la plus au sud de l'Islande. Paquet d'îles inhabitées sauf la plus grande, zone hautement sismique et volcanique. L'île la plus au sud, Surtsey, est née en 1963 seulement. Devant nous et sur notre droite, les langues glaciaires qui descendent du Myrdalsjökull, 4e plus grand glacier du pays. Sous sa calotte, le fameux Katla, ce glacier qui inquiète tant les géologues à cause de son caractère remuant et menaçant. Nous traversons d'anciennes zones dévastées. Et arrivons à une nouvelle cascade, Skogafoss, qui est ni la plus large, ni la plus forte en débit,
mais présente une respectueuse hauteur de chute de 65 mètres environ. C'est l'une des plus visitées, peut-être en raison de la légende qui court, disant que se trouve caché dans la zone un coffre-fort rempli d'or. Aucun des visiteurs qui s'est rendu à ses pieds ne l'a trouvé pour l'instant. Pour l'Eyjafjallajökull, qui est tout à la fois un glacier et un volcan, il faudra repasser, car le brouillard recouvrait la région. Pour l'instant, il ne semble pas se préparer à interrompre le trafic aérien européen. Je vous laisse admirer cette ultime cascade qui nous a gratifié d'un peu de fraîcheur et d'humidité pour ce superbe voyage loin des canicules de la vieille Europe. Les températures ont oscillé entre 1 et 11 degrés. Le soleil n'a pas toujours brillé au bon moment. Le vent nous a obligés de porter des habits d'hiver en plein mois de juin-juillet. C'est l'Islande et ses habitants ont l'habitude de dire « Si vous n'aimez pas le temps qu'il fait, attendez 5 minutes ».